Nous allons suivre tout à l'heure le docteur Jacques Laongamay, qui est un député, mais en même temps responsable de tout ce qui est formation au niveau de l'Assemblée nationale et également de la coopération. J'ai eu à collaborer avec lui il y a quelques années à l'Assemblée nationale. Il va nous entretenir sur le rôle de l'Assemblée nationale et également les relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Comme vous le savez, les pouvoirs dans notre pays, il y en a trois: le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. L'Assemblée nationale émane du peuple, elle est élue, composée de la présidence de l'Assemblée, donc le président de l'Assemblée et ses adjoints, et également le bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le président de l'Assemblée, les secrétaires de séance, et également il y a un autre niveau qui est la conférence des présidents. Donc la conférence des présidents est composée de présidents des commissions. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est composée des commissions qui sont équivalents des ministères. Donc chaque ministère ici, il y a l'équivalent au niveau de l'Assemblée nationale. Santé, il y a commission santé, infrastructure, il y a commission également, et éducation nationale, enseignement supérieur, et ainsi de suite. Donc il y a des commissions qui sont présidées par des présidents, ce qu'on appelle le président des commissions. Et ces présidents des commissions, les présidents des groupes également, des groupes parlementaires, se retrouvent autour du président de l'Assemblée à un troisième niveau pour constituer un niveau au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que quand il y a calendrier proposé par le secrétariat général, c'est d'abord vu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ensuite la commission, le président, la conférence des présidents, et c'est après que le président de l'Assemblée nationale signe le calendrier de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un rôle, celui de voter des lois, et également contrôler l'action gouvernementale. Je ne veux pas entrer dans le détail, les lois, le docteur Jacques va vous le détailler. Madame la ministre exigée vient de le dire également. Et le contrôle du gouvernement, entendez-vous que chacun de nous probablement sera auditionné dans une commission, par exemple, ou interpellé au niveau de l'Assemblée nationale pour une question orale ou une question écrite. Et donc, c'est le rôle de député, et ça permet aux membres du gouvernement d'expliquer ce que fait chacun de nous dans son département et écouter également les préoccupations des députés sur la question posée. إذن كما تعلمون نائب جاك لاونغاماي نائب في البرلمان، تعاملت معه قبل سنوات، وهو في الحقيقة خبير في التعاون بين الجمعية الوطنية وكذلك المؤسسات الأخرى العاملة في مجال التنمية. يحاورنا عن قضية العلاقة بين البرلمان ودور البرلمان أيضا. البرلمان يتكون من عدة مراتب. المرتبة الأولى هي رئاسة البرلمان، عليها رئيس البرلمان ومكتب البرلمان، رئيس البرلمان نوابه، ثم السكرتارية البرلمان. أيضا هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة أو مستوى آخر، وهو مستوى رؤساء اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانية. هي في الحقيقة تقوم باعتماد البرنامج جدول الجمعية الوطنية أولا على مستوى رئاسة البرلمان، ثم يأتي هذا الجدول على مستوى رؤساء اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانية، ومن ثم
يعتمده رئيس الجمعية الوطنية. البرلمان هو يقوم باعتماد القوانين وكذلك مراقبة عمل الحكومة. إذن كل منا كوزير يمكن أن يستدعى في البرلمان في سؤال شفوي أو سؤال مكتوب، ومن خلال هذا السؤال يستطيع الوزير أن يقدم ما تقوم به وزارته في هذا السؤال المطروح. أدعو الآن l'honorable Jacques de prendre la parole. Il m'a été demandé de vous parler des relations qui existent entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord préciser que après le travail gouvernemental, vos préoccupations les plus importantes se trouvent aussi à l'Assemblée nationale. Pour la simple raison que les relations ont été fondamentalement remaniées, surtout après la constitution du 4 mai 2018. Les relations ont vraiment changé. De telle sorte que la présence à l'époque où parfois le gouvernement vient célébrer le ministre qui arrive avec son gouvernement, mais ici, c'est chaque ministre maintenant qui se présente là-bas. Ça veut dire que ces relations doivent être assez comprises. Je sais que vous le savez déjà, mais c'est juste des petits rappels. Donc, mon exposé va s'articuler autour de 4 points, accompagnés de l'introduction et de la conclusion. Donc, nous allons parler je vais vous présenter très brièvement ce qu'on entend par l'Assemblée nationale, et ses missions, ses rapports avec le gouvernement et les moyens de contrôle de l'action gouvernementale que l'Assemblée nationale dispose de finir par la conclusion. Conformément au décret qui nous a mis en place, les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ces relations sont confiées à Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement. Et ces relations se manifestent par 4 principales actions. La première action, c'est d'assurer la liaison entre les deux institutions. Un ministre ne peut pas s'adresser directement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale non plus ne peut pas s'adresser directement à un ministre. Donc c'est elle qui sert le pouvoir de transmission. Elle participe à la conférence des présidents. Et la conférence des présidents, je vais donner la conclusion peut-être plus tard, elle assiste aux séances, à toutes les séances publiques de l'Assemblée nationale. Et elle supplée les membres du gouvernement qui sont empêchés ou absents dans les questions orales. La présentation va se faire, comme je vous l'ai déjà rappelé là-bas. Donc, l'Assemblée nationale de la 3e législature a été installée le 20 juin 2011. Elle comptait au début 188 députés, dont 28 femmes. Et cette législature, en principe, va s'achever en 2015. Mais jusqu'à présent, nous continuons pour des raisons qui sont indépendantes des acteurs politiques. Il vous souviendra, puisque Madame la ministre l'a déjà dit, pour des raisons de décès,
pour des raisons de nomination à des postes qui sont incompatibles avec la fonction que certains députés occupent. Le nombre de députés, elle a signalé tout à l'heure, est de 158. Je l'ai déjà rappelé que votre mandat en principe va s'achever depuis 2015. Mais nous continuons à être jusqu'à là, tout simplement parce que les acteurs politiques et le gouvernement n'arrivent pas encore à organiser les élections pour des raisons qui les échappent. Conformément aux dispositions du règlement intérieur que vous avez en main, l'Assemblée nationale a 3 ou 4 principaux organes. Il y a le bureau, il y a la conférence des présidents, il y a les groupes parlementaires, il y a les commissions permanentes, il y a les commissions spéciales et les commissions ad hoc. Ces organes principaux sont appuyés par des structures subsidiaires qui sont les réseaux des parlementaires, les groupes d'amitié, et ces structures subsidiaires aussi sont assistées par le service administratif. Voilà brièvement ce que vous pourrez savoir de l'Assemblée nationale. Maintenant, les missions de l'Assemblée nationale. Ces missions sont consacrées par la Constitution de la 4e République du 4 mai 2018 en son article 12. Ces principales missions sont voter la loi et les résolutions, contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. Ces missions s'accomplissent à l'intérieur du pays. Mais il y a une dimension de la mission de l'Assemblée nationale qui est très développée, surtout vers la fin du 20e et au début du 20e siècle. Il y a la diplomatie parlementaire qui joue un rôle extrêmement important à l'extérieur, puisque l'Assemblée nationale a des relations avec des organisations interparlementaires telles que l'Union interparlementaire, telles que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement panafricain, le Parlement de la CEMAC, le Comité interparlementaire du Saint-Israël, et la liste est énorme. Maintenant, nous allons parler de ce qui vous concerne directement. Les rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sont d'abord des rapports de collaboration et ensuite ceux de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Au premier point, qu'est-ce que nous entendons par rapport de collaboration? Ces rapports se manifestent dans le cadre de l'élaboration de la loi dont il est question tout à l'heure. Vraiment, j'apprécie à sa juste valeur ce que venait de dire le Dr. Béal. Il faut la légistique au niveau du gouvernement. Et c'est fondamental. Parce que chaque fois que le texte arrive à l'Assemblée, nous avons beaucoup de difficultés. Donc la légistique me paraît importante. Ces rapports-là, c'est consacré par l'article 137 de la Constitution qui dit que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette disposition donne le droit à chaque ministre d'initier des projets de loi. Mais à l'Assemblée nationale aussi, chaque député peut faire des propositions de loi. Puisque lorsque la loi émane de l'Assemblée nationale, elle est une proposition, mais lorsqu'elle émane de
l'exécutif, c'est un projet. Tous ces projets initiés par le gouvernement sont transmis par la ministre secrétaire générale du gouvernement qui est là pour leur examen et leur adoption. Mais lorsque les députés initient des propositions de loi, le président de l'Assemblée nationale les transmet par l'entremise du ministre secrétaire général du gouvernement au gouvernement. Et le gouvernement doit tout faire pour donner son avis dans les 21 jours à partir de la date de transmission. Mais si le gouvernement n'arrive pas à donner son avis, cette proposition de loi est ipso facto programmée. Et c'est pour cela que quand une proposition de loi arrive et qui concerne un ministre, ce ministre doit tout faire pour donner son avis qui sera apprécié au niveau du Conseil des ministres pour qu'on nous le transmette très rapidement. Mais si le ministre le cas, nous, après 21 jours, on programme. Et voilà, peut-être les inquiétudes vont venir. C'est ce que je venais de dire là. Lorsque ce délai-là est passé, nous programmons immédiatement. Mais maintenant, l'ensemble des projets ou des propositions qui sont définitivement adoptées sont transmis au gouvernement par l'entremise effectivement de la ministre secrétaire générale du gouvernement pour que le président de la République la promulgue. Et le président de la République dispose de 15 jours pour promulguer le projet de loi définitivement adopté. Mais si c'est un projet de loi qui a un caractère urgent, ce délai peut être ramené à 8 jours. Mais pendant ce temps, avant le délai de 15 jours, le président de la République peut demander une nouvelle lecture. Et c'est là où c'est extrêmement, il y a parfois des problèmes. Lorsqu'on envoie le projet de loi définitivement adopté, si le président de la République va demander une nouvelle lecture, il fallait qu'il le fasse avant les 15 jours. Mais après les 15 jours, alors on arrive à travestir un peu le temps. Mais lorsqu'il renvoie pour la nouvelle lecture, le délai de prolongation là est suspendu. Et il convient de rappeler, d'ailleurs, vous le savez, chaque fois que nous sommes en vacances, nous donnons l'autorisation au président de la République de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent effectivement de la loi. Parce que les députés ne sont pas là, donc le président de la République, même si les mesures qu'il devrait prendre relèvent de la loi, il peut le faire parce qu'on lui a donné l'autorisation. À la seule condition, puisque nous limitons le délai pour lequel il va prendre les ordonnances. Mais dès notre recours, toutes ces ordonnances qui ont été prises pendant notre absence-là doivent être déposées très rapidement pour qu'on les ratifie. Auquel cas, ces ordonnances-là vont tomber dans la caducité. Mais quand, si nous ne sommes pas là, l'ordonnance se prend, c'est pas que cette ordonnance va être prise jusqu'au cabinet du président, mais ça serait en conseil des ministres avec l'avis de la Cour suprême. Voilà. Donc, passé ce délai, l'ordonnance n'aura plus d'effet. Donc, pourquoi ces relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement? Tout simplement, c'est pour pallier
au mécanisme complexe de gestion, tout comme je venais de vous expliquer, puisque nous aussi, nous prenons les lois, notre gouvernement aussi, nous votons, le président de la République promulgue. S'il n'y a pas de relation entre les deux institutions, la gestion de ce mécanisme sera très difficile. Raison pour laquelle il est impératif, indispensable et même obligatoire pour que ces deux relations-là soient établies de manière cohérente et efficace. L'autre rapport, c'est le rapport de contrôle et d'évaluation de politique publique. Le contrôle et l'évaluation de politique publique s'effectue à travers un ensemble de moyens juridiques qui feront juste l'objet du prochain point. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le contrôle que le gouvernement fait et que l'Assemblée nationale fait, il y a l'évaluation, c'est pas pour empêcher au gouvernement de mener les réformes qu'il entend faire. C'est des contrôles, c'est des évaluations qui ne peuvent pas enfreindre les prérogatives du gouvernement de mener certaines réformes. À cet égard, il y a un article 144 alinéa 1 et 2 de la Constitution qui dit que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé par la conférence des présidents, dont la composition est déterminée par le règlement intérieur. La composition est déterminée immédiatement là. Et ce que je voudrais faire savoir ici, c'est qu'un membre du gouvernement y assiste 2 mois. Et le membre du gouvernement dont il est question, c'est la ministre secrétaire générale du gouvernement. Pourquoi? Elle assiste pour donner son avis. L'avis du gouvernement pour dire que ce que vous voulez programmer là, nous, au niveau du gouvernement, ça ne nous arrange pas. Donc nous, on ne peut pas accepter cela. Et l'Assemblée nationale pourrait rester des discussions et on arrive à un point d'entente pour que le projet qui va être discuté soit programmé. Et la conférence des présidents, je vous ai dit que j'avais donné la composition. Elle est composée des présidents de l'Assemblée nationale, des vice-présidents de l'Assemblée nationale, des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions permanentes. Maintenant, nous allons parler des moyens de contrôle. Là, ça vous regarde directement, mesdames et messieurs les ministres. L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement par des moyens d'information et d'investigation. Le premier, ce sont les moyens d'information. Les procédures d'information, nous avons l'interpellation, nous avons la question écrite, nous avons la question orale et nous avons les questions d'actualité. L'interpellation consiste tout simplement à demander à un membre du gouvernement de venir à l'hémicycle pour fournir des informations aux députés sur des questions d'intérêt national ou international. C'est ce que le ministre de la Santé et même le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation qui sont là, ils ont pu faire cette gymnastique-là pour expliquer un peu. Et je crois que le nouveau secrétaire d'État qui est là va être chaque fois interpellé pour qu'il vienne vous expliquer quel est son problème avec l'état de santé là, comment l'argent qu'on donne là, comment ça se passe, est-ce que c'est où, est-ce que c'est ça, tout ça. Donc, il va venir vous expliquer. Et la durée de l'interpellation est de 3 heures maximum. Le ministre va être devant nous
pour nous expliquer, même pour le ministre, par exemple, là où se trouve le cadastre national. C'est le ministre qui nous fait un ministre à notre, il viendra pour nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de difficultés là-bas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'interpellation. La question écrite, c'est une question qui est adressée à un membre du gouvernement pour lui demander des informations sur des sujets précis. Des sujets précis. Par exemple, lorsque un député va en vacances, s'il constate qu'il y a des difficultés dans sa circonscription, il viendra vous poser la question. Par exemple, si c'est un ministre un député qui est ressortissant du Logone occidental, le problème de brasserie qui est en train de se passer là-bas, s'il vient, il va écrire au ministre de commerce, je crois, pour lui demander ce qui est en train de se passer là-bas. Et le ministre a 15 jours pour répondre. Le ministre est tenu de répondre dans un délai n'excédant pas 15 jours. Passé ce délai, le député va demander que cette question-là soit convertie en question orale. Et dans ce cas-là, au lieu que le ministre réponde un peu de manière clandestine au député seul, il viendra maintenant pour rester debout et expliquer publiquement aux gens pourquoi la brasserie de Moungou a des problèmes. Le ministre, on ouvre cette possibilité pour dire que si le ministre pense que pour des raisons d'utilité publique, il ne peut pas répondre à la question du député. Mais dans ce cas-là, le ministre n'a qu'à écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que pour telle raison, moi je ne peux pas répondre à cette question. Mais dans ce cas, il y aura une réunion à huis clos. Les membres du gouvernement vont se réunir pour que le ministre vienne expliquer quelle est la raison réelle qui pouvait vous empêcher de ne pas répondre à la question du député. La question orale. La question orale révèle deux formes. Il y a la question orale avec débat et la question orale sans débat. La question orale sans débat, c'est juste une question qui est posée à un ministre pour qu'il vienne à l'Assemblée nationale pour expliquer un sujet à caractère technique. Par exemple, le fonctionnement du laboratoire de fashion, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais maintenant, c'est intégré dans l'Institut national de santé, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est ça. Voilà. On peut demander au ministre de venir nous expliquer pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Et là, ça a un caractère technique. Donc, quand ils viennent nous expliquer pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. La question orale avec débat. Alors là, c'est des questions très longues, généralement sur un thème précis. Vous vous rappelez, en 2019, il y a le système éducatif qui a des problèmes. Donc, on a posé les questions orales au ministre ou le ministre de l'Éducation, l'enseignement, le ministre de l'enseignement technique, tout ça était venu, on a discuté pendant pratiquement une semaine. Donc là, c'est des questions de longue haleine et à l'issue de ces questions-là, des résolutions peuvent être prises pour envoyer au président de la République. Et lors de la discussion sur le système éducatif et de développement, il y a eu une résolution qui a créé même une commission d'enquête parlementaire, et la commission d'enquête parlementaire a travaillé, les résultats sont en train de faire leur chemin.
Là, je parle sous le contrôle du ministre de l'Éducation. Les questions d'actualité. Les questions d'actualité sont des questions qui sont adressées à plusieurs ministres. De venir fournir des informations sur une activité donnée de leur département, ou bien en ce qui concerne même leur gestion, ou un fait dont la gravité et l'urgence appellent une prise de position par l'Assemblée nationale. Et c'est l'article 159 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Et lors de ces débats, aucun vote ne pourrait être fait. Et vous voyez que surtout à l'actualité la très brûlante aujourd'hui, c'est la crise sanitaire coronavirus avec les états d'urgence, tout cela. Mais plusieurs ministres étaient arrêtés. Le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement, tous ceux qui sont concernés sont venus expliquer aux députés. Voilà. Toutefois, l'Assemblée nationale, lors de ces débats-là, pourrait faire des suggestions ou bien des recommandations sur les sujets discutés. Et il vous rappellera que chaque fois que le ministre de la Santé s'est présenté à l'Assemblée nationale, on lui fait souvent des suggestions sur ce qu'on écoute, ce que nos électeurs viennent nous dire. On lui dit voilà ce qu'on a écouté, donc voici ce que vous pouvez faire. Donc c'est des suggestions et des recommandations qu'on pourrait faire. Le deuxième moyen de contrôle, ce sont les investigations. En ce qui concerne les investigations, il y a la commission d'enquête, il y a l'audition en commission, là où les ministres, à la rubrique, vous serez constamment chez nous pour qu'on vous écoute. Il y a l'évaluation des politiques publiques. La commission d'enquête est généralement créée pour mener des investigations, pour avoir des informations plus poussées sur un sujet donné. Par exemple, le système éducatif dont il est question, quand je l'ai pris comme exemple tout à l'heure, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête pour aller dans les 23 provinces pour s'enquérir des informations en ce qui concerne le système éducatif. Et ils ont essayé de faire un rapport et le rapport est déposé au gouvernement et quitte au gouvernement maintenant de prendre pour travailler là-dessus. Et là, en principe, on doit interpeller dans les jours qui viennent les ministres concernés pour qu'ils viennent dire qu'est-ce que vous avez fait du rapport d'enquête qu'on vous a déposé. La création d'une commission d'enquête est obligatoire lorsque c'est le gouvernement qui demande. Le gouvernement peut aussi demander à l'Assemblée nationale de créer une commission d'enquête pour aller regarder par exemple la gestion d'un projet qui n'a pas abouti ou bien des projets qui ont des difficultés dans la mise en œuvre. Ça, le gouvernement peut demander. Et lorsque c'est le gouvernement qui demande, c'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion, on accueille. Donc, les rapports de la commission d'enquête sont discutés en plénière, puisque lorsqu'on fait des enquêtes, on dépose au gouvernement, le gouvernement essaie d'apporter des réponses, mais on discute vraiment en plénière. Et on prend à cet effet-là les recommandations ou bien des résolutions qu'on envoie au gouvernement. L'audition en conseil des ministres. Les membres du gouvernement que vous êtes, vous serez constamment auditionnés sur les projets de loi que vous déposez au bureau de l'Assemblée nationale. Si vous initiez un projet de loi, ça fait son
circuit adopté au Conseil des ministres et que ça arrive chez nous, on va demander au ministre initiateur de venir nous expliquer un certain nombre de choses que nous n'arrivons pas à observer, ou bien pour avoir des informations complémentaires. Et dans ce cas-là, vous avez accès à l'hémicycle. Chez nous, il est interdit d'aller, donc on ne va pas comme on veut. C'est lorsqu'on vous appelle, alors que vous venez. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement seulement qui a l'accès facile chez nous. Mais pour les autres, c'est lorsqu'on vous envoie une invitation pour venir répondre que vous venez. Et ensuite, vous pourrez faire accompagner par vos collaborateurs, par exemple les DG, les directeurs techniques concernés, mais au moment où nous voulons voter, on vous demande de sortir avant qu'on ne prenne des décisions après vous. L'évaluation des politiques publiques, c'est tout simplement un exercice qui consiste à apprécier avant, pendant et après si les mécanismes juridiques, administratifs et les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre par le gouvernement pour la réalisation d'une politique donnée ont produit des effets attendus ou permettent d'atteindre les objectifs. Dans des exemples précis, puisque il y a la politique, par exemple, de santé et de reproduction. Ça fait l'objet d'une loi pendant des années. C'est une nouvelle mission qu'on a donnée à l'Assemblée nationale, juste par la Constitution de 2018. Donc, les jours à venir, un comité d'évaluation va se présenter, par exemple, pour essayer de regarder si la politique de santé et de reproduction adoptée par une loi dans les années 2000, est-ce que ça a produit des effets? Est-ce que les moyens sont cohérents? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et là, quand le comité d'évaluation va faire son travail, ils vont faire des recommandations pour envoyer au gouvernement. Et là, le gouvernement est tenu de répondre dans les 45 jours. Et après les 45 jours, les réponses que le gouvernement ou bien le ministre concerné a produit fera l'objet d'une discussion en plénière. Donc, après discussion, l'Assemblée nationale va faire des suggestions pour dire et envoyer au président de la République pour dire que voici ce qui ne marche pas dans la santé de reproduction, voici ce qui marche, voici les forces, voici les faiblesses, et voici comment on devrait faire. Je suis arrivé en train, je suis très correct. Donc, en conclusion, je voudrais dire tout simplement que les relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement découlent du principe de séparation des pouvoirs, selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées entre le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif les met en œuvre et les fait appliquer, et le pouvoir judiciaire qui interprète ces lois et les fait respecter. Cependant, cette séparation de pouvoir ne doit pas être entendue comme une séparation totale des pouvoirs qui pourrait s'apparenter à la constitution de 3 États différents. C'est pourquoi, même si le pouvoir judiciaire peut être à l'écart, les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ces pouvoirs sont extrêmement importants et ça devrait être des pouvoirs de collaboration et pouvoirs de contrôle pour que les
les deux institutions fonctionnent de manière cohérente et efficace. Et les principaux acteurs de ces relations sont les membres du gouvernement que vous êtes et les députés que nous sommes. C'est juste que je mets fin à ma présentation et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Peut-être que nous, les questions, le contrôle, les interpellations est donc un sujet assez intéressant, assez passionnant. Docteur Jacques pouvait encore nous parler 1 heure s'il faut, mais nous avons pensé que le temps est limité et donc nous ne pouvons pas faire beaucoup de commentaires. Je laisse à la plénière la possibilité de demander des questions, des explications, des contributions s'il faut. Donc la parole est à qui veut la prendre. J'avoue que vous ne respectez pas les parités. Je ne sais pas si les femmes ont peur de l'hémicycle. Les femmes, vous avez intérêt à mobiliser les autres pour être des femmes députées. Ça, c'est un petit commentaire. Alors, sachant que vous allez me convoquer tôt ou tard, par rapport à la convocation des ministres, à l'interpellation des ministres, si le ministre ne se présente pas 1 ou 2 fois, ou combien de fois vous allez prendre des mesures, et quelles sont les mesures que vous allez prendre pour un ministre qui n'a pas pu se présenter à des questions orales ou écrites ou interpellations. Et l'autre question, c'est une relation avec vos élus. Est-ce que les populations qui vous ont élus ont droit à accéder à l'Assemblée pour poser des questions? Ça, c'est une autre question relationnelle. Je vous remercie, j'en abrège alors mes questions, monsieur le ministre. Ma première question, en fait, rejoint un peu celle du secrétaire d'État concernant les sanctions que vous pourriez, ou s'il y en a ou il n'y en a pas, contre les ministres qui ne se présentent pas aux questions orales. Donc c'était ma première question. Et la deuxième, en fait, il s'agit de comprendre à partir de par quelle procédure ou comment ça se passe pour qu'on vous interpelle, un citoyen vous interpelle, et qu'à cette fin, vous demandez des explications au ministre, qui doit vous les faire par écrite. Et si elles ne sont pas faites, vous les convoquez en question orale. En fait, quel est le fondement de cette procédure, même si elle est autorisée? Quelle est la base sur laquelle vous demanderez des explications sur un cas? Là, vous avez cité par exemple les brasseries. Est-ce que c'est le citoyen qui se plaint, la société en question? Et comment vous structurez les questions autour du point sur lequel on vous a saisi? Merci. Je voudrais profiter pour remercier le SGG pour avoir organisé cette séance. Et je félicite aussi l'honorable député pour la brillante présentation. Ma question est la suivante. J'ai compris dans l'exposé que le gouvernement disposait de 21 jours pour donner un avis suite à une proposition de loi adressée par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que l'inverse, c'est-à-dire quand le gouvernement fait un projet de loi, y a-t-il un délai pour l'hémicycle de faire un retour? Merci. Bon, parlons du délai. Vous vous situez à partir des jours francs ou bien les 21 jours, c'est juste ça tient en compte les jours non ouvrables, quoi. Je voudrais me situer sur ça. Et pour les projets de loi, après, le plus souvent, vous passez au vote. Et quel est le quorum qui est atteint pour que ces projets passent? هذا العرض تطرق إلى النصوص والقوانين، لكن لم يتطرق إلى كيف يتم سحب الثقة في حالة تقصير الوزير المعني بذلك. En ce qui concerne le ministre de la Santé, les mesures, non, l'Assemblée nationale n'a pas prévu des mesures pour les membres du gouvernement qui ne viennent pas.
mais le secrétaire, Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, qui est en relation avec nous, on lui fait des suggestions ou bien on lui demande d'organiser le calendrier des conseils des ministres de telle sorte qu'on libère les ministres pour venir défendre leur dossier. Et généralement, peut-être les raisons que les ministres avancent souvent pour ne pas être là, soit c'est les missions à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, ou bien le conseil des ministres. Et ce dernier temps, il y a un aménagement pour qu'on n'ait pas des séances d'interpellation le jeudi, puisque nous avons constaté que chaque jeudi, il y a un conseil des ministres, dont les ministres ne peuvent pas être là. Mais dire que, je l'ai signalé, nos relations, ce ne sont pas des relations abruptes, mais c'est des relations de collaboration pour, dans le cadre de la cohérence et de l'efficacité du fonctionnement des institutions de la République. Donc, ce n'est pas que si vous ne venez pas, on va vous sanctionner. Non. En ce qui concerne la société civile, les rapports, jusqu'à preuve du contraire, notre Constitution n'a pas encore prévu les rapports entre l'Assemblée nationale et la société civile, ou bien n'a pas encore prévu qu'un citoyen pourrait interpeller directement l'Assemblée nationale. Là, la Constitution ne l'a pas encore prévu. Mais peut-être le moment venu, si le pays pense qu'il peut déjà ouvrir cette brèche pour que la société civile puisse interpeller l'Assemblée, ou un citoyen pourrait le faire, mais jusqu'à ce jour, la Constitution ne l'a pas encore prévu. Le rapport, c'est le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Oui, la sanction, ça répond aussi aux préoccupations de Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire, mais en ce qui concerne les citoyens qui nous disent, puisque nous, il y a une autre mission qui n'a pas été généralement consignée dans la Constitution, mais la pratique le fait déjà. C'est que le député joue le rôle d'intermédiaire entre ses électeurs et l'administration. Donc, lorsqu'il va en vacances, il essaie de prendre des renseignements, de faire même des réunions, recueillir les doléances des militants, des électeurs, et il dépose un rapport au bureau du président de l'Assemblée nationale qui le transmet au gouvernement. Et parmi ces questions-là, un député peut saisir le ministre directement à travers la ministre secrétaire générale du gouvernement. C'est ce qui se fait jusqu'à ce jour. Bon, en ce qui concerne le délai de 21 jours, nous fixons le délai de 21 jours puisque nous voulons adopter notre proposition de loi. Mais vous, au niveau du gouvernement, c'est vous qui gérez le pays. Donc, il y a même le processus, la procédure de discussion immédiate. Parfois, même si nous sommes en pleine séance, je parle sous le contrôle de la ministre SGG, elle amène une loi, elle dit que demain, là, vous discutez. Puisque c'est vous qui gérez. Donc, si vous avez une urgence, vous pourrez même nous demander de discuter même immédiatement. C'est ça la procédure de discussion immédiate. Donc, il n'y a pas de délai pour vous. Vous pourrez programmer selon vos besoins, selon vos préoccupations. Et il y a des projets de loi
qui ne sont même pas examinés pendant longtemps, et le gouvernement parfois pense que ce n'est pas encore nécessaire de programmer, et parfois même le gouvernement retire même le projet de loi qui est déjà même déposé, puisque les projets de loi, comme je voulais signaler, l'ordre du jour est fixé en présence obligatoire d'un membre du gouvernement. Et c'est aux membres du gouvernement de dire, voici les besoins immédiats. Voici les besoins immédiats. Donc c'est elle qui nous dit de programmer les projets de loi. Si elle nous dit de programmer, aujourd'hui on programme. Dans 2 semaines on programme. Donc il n'y a pas de délai pour vous. Pour Madame la SGG adjointe, nous on ne connaît pas jour ouvrable ou non ouvrable, là nous on ne connaît pas. Quand nous on envoie là, 21 jours seulement là on programme. Si 21 jours finit dimanche, lundi là nous on programme. Donc il n'y a pas de franc là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne le quorum, nous votons les lois en 2 titres. Si c'est une loi organique ou bien la loi fondamentale qui arrive, on vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire les 2 tiers. Mais si c'est une loi simple, nous prenons notre décision à la majorité simple aussi. Donc voilà les 2 types de décisions que nous prenons là-bas. Donc quand il est question de la loi organique, qui est une loi qui complète et précise les dispositions constitutionnelles, dans ce cas-là, on vote à la majorité qualifiée. Je n'ai pas voulu parler de la motion de censure parce que cette motion de censure a disparu avec l'apparition de la 4e République. Mais néanmoins, l'article 109 dispose qu'un ministre peut être interpellé. Et nous, si les explications ne nous convainquent pas, nous allons faire une recommandation au président de la République, quitte à lui de décider. Parce qu'à l'époque, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsqu'on vous a nommé là, il y aura un premier ministre qui dispose de 21 jours pour présenter son programme. Et vous tous ici là, pour que nous, on vous donne l'autorisation d'exercer votre programme. Mais si nous, on ne vous donne pas l'autorisation, le premier ministre sera puni, ça veut dire que le gouvernement sera aussi puni dans sa totalité. Mais cette procédure a été abrogée lors de la rédaction de la Constitution de la 4e République. Donc désormais maintenant, si un ministre se comporte de telle sorte que cela nécessite une décision, on l'interprète conformément à l'article 109, nous lui posons les questions, et si ces réponses ne nous convainquent pas, nous, on écrit, on prend une résolution, on envoie au président de la République, chef du gouvernement, c'est à lui de décider du sort du ministre. Et c'est à l'époque qu'on aimait généralement tout le gouvernement. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour vos contributions, vos questions. On remercie également l'honorable Dr Jacques, cher ami député. Et donc, merci beaucoup.